Suicide et dépression sont des notions taboues en Côte d'Ivoire. Et pourtant, plusieurs personnes ont déjà fait cette expérience-là. Aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on brise le tabou. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous, bon début de semaine, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, c'est tout ce qu'on vous souhaite et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission la plus suivie de Côte d'Ivoire, l'émission la plus suivie du monde. Oui, on le dit, on n'a pas d'humilité, on est fiers de ce qu'on fait, on est fiers de ce qu'on abat tous les jours et on est fiers de ce qu'on fait dans la vie des gens. Les gens nous le rendent et si nous-mêmes on ne se valorise pas, personne ne va nous valoriser, donc on a intérêt à le dire. Et pour compléter ce que tu dis, j'ai vu dans un sondage que nous faisons, on fait partie des émissions les plus suivies sur YouTube. C'est ça. Et c'est très valorisant parce que les gens pensent qu'on s'arrête à Facebook ou qu'à la télé. Non. Mais YouTube, c'est quand même à l'international. Non. Et on rend gloire à Dieu parce qu'il y a des Américains, et il y a des Anglais, et il y a tout le monde entier, mais on fait partie des meilleurs. Thank you, guys. Et c'est l'émission qui parle de tout, justement. C'est l'émission qui parle de tout, sans tabou, même ce qui est caché. Nous, on dit haut et fort ce que les gens pensent tout bas. Parce que c'est pas parce qu'on ne parle pas d'une chose que ça veut dire qu'elle ne se fait pas ou qu'elle n'existe pas. Nous, on met les mots sur les mots. Donc, les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Voilà. Comment allez-vous, les filles? Ça va. Comme elle a dit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Début de semaine. Ouais. Ça rame un peu. Ouais. Ça rame beaucoup, j'ai sommeil. On dirait que le... Didja, comment ça va? Comment tu Ça tiens? va, j'ai sommeil. Alors, Didja, tu te réveilles à quelle heure? Parce que tu m'as envoyé un message aujourd'hui à 4h30 du matin. Ouais, je me réveille à 4h. Ouais. Et c'est moi qui fais à manger pour les autres. Donc, Pour tout le monde. donc je me lève un peu plus tôt Ouais. pour faire ça. Ouais, ok. Ouais. Moi, je mets mon réveil sur 3h30, 3h45, 3h50, 3h55, 4h. Et puis, je me réveille à 4h maintenant. Parce que si je mets à 4h directement, je me réveille à 5h. Donc, il faut que ça se coupe. Et puis après, tu te Mais réveilles. après, là, quand tu fais comme ça, là, tu finis de manger, tu dors un peu encore. Tu finis de manger, tu pries. Tu pries. Tu Tu pries. zikres un tout petit peu parce que ça, c'est une très bonne heure pour zikrer. Et après, tu dors. Donc, quand tu dors, tu mets ton réveil jusqu'à 7h30, 8h, 9h maximum. Bon, moi, je mets mon réveil toujours 3-3. Donc, jusqu'à 9h, je suis réveillée. Bon, moi, tu manges pas trop lourd, hein, sinon c'est KO. Ah, Ton si, KO est tu dis clair. quoi, On mange. Toi aussi. Qu'est-ce qui suit? Riz On couché. se demande avant. Je mange Tu as riz mangé quoi couché. aujourd'hui, par exemple? Alors, aujourd'hui, j'ai mangé riz avec sauce aubergine. Donc, voilà, un riz couché avec côtelette de bœuf fumée. C'est la fine gastronomie. Qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi, ne te fâche pas, sauf si Dieu me le permet. Mon carême est déjà gâté. Eh, côtelette de bœuf n'existe pas en Côte d'Ivoire. Qui a dit ça? Mais je suis honnête, je vous le parle, il y a eu des reportages dessus. Oh, si. Je vous dis, C'est vrai que ce qu'elle honnêtement, dit, j'en ai entendu c'est parler. très mais après, vrai je ce sais que pas si je me c'est lève vrai tant ou, musulmans, mais Attends, elles donc quoi? refusent ça dans leur maison. Donc quoi? Vas-y Il y a jusqu'au du bout. porc, en fait, à la Oui, base. t'as mangé cocotti. Tu as mangé cocotti, mais tu ne savais pas, donc tu es pardonné. Ne sais pas, ne peut Mais pas. pour la prochaine fois, ne Mais fais c'est pas. du bœuf, j'ai demandé. Non, mais ça n'existe pas. Petite côte. Bœuf n'a pas petite côte comme ça. Laisse tomber. Soyons un peu honnêtes. C'est la porcelaine, la C'est façon pour ça que doux. c'était un peu doux d'une manière. Ton jeûne va tout annuler. T'inquiète pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Dieu Tout à connaît mon l'heure, cœur. va Faut mettre plus la- manger ça. Je t'ai dit. Dans c'est ce moment, vrai, il je y suis a deux choses que tu d'accord. dois faire. Tu dois te purger pour faire disparaître ton corps. Et puis ça a quitté. Non, je suis d'accord. Je vais arrêter ça. Je vais rester avec mes pintades Ça fumées, n'existe- poulet fumé et tout Oui. ça. Pourtant, c'est tout. OK, très bien. Bon, on va faire cette émission. On a une belle émission, je pense, et une émission qui va éveiller beaucoup de conscience, qui va surtout parler à beaucoup de personnes, parce qu'il y a des gens qui vivent des situations difficiles, mais elles n'osent pas en parler, parce qu'on est dans une société, malheureusement, qui condamne, qui juge, qui ne donne pas beaucoup la parole aux gens, malheureusement. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Nous avons deux invités qui vont parler de leur témoignage, et nous avons notre psychologue chouchou, Nour Bakayoko, qu'on va applaudir déjà. Nour Bakayoko, comment tu vas? Ah, comme Dieu veut.
comme Dieu veut. Amen. Et Dieu veut quoi? Que je me porte bien, que je sois à la disposition de tout le monde. D'accord. Voilà. Tu es rayonnant. Ouais. Ah, en tout cas, Puis ton teint est sorti encore plus qu'avant. OK, alors, nous, Bakayoko, il est en carême, donc il ne faut pas trop le... Ah, tu es en carême. Ouais, je suis psychologue. Psychologue. Dans le carême, là. Félicité Quadio, aide-soignante, est avec nous. On va l'applaudir. La plus belle. Félicité, comment tu vas? Pardon. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. On est contente de t'avoir. Et moi-même, c'est mon rêve. Je ne sais pas comment faire pour vous recruter. Puis aujourd'hui, en tout cas, quand j'ai eu l'occasion, bon, c'est vrai que c'était un peu difficile. Mais le simple fait de vous voir, Mais il faut nous regarder. j'ai accepté de faire l'émission, de venir faire l'émission avec vous. Vraiment, je suis très ravie. vous trouvez pas qu'elle a un air de la Merci. chanteuse Betty K? Ah oui? Je trouve qu'elle a un air, hein? Ah bon, ben, c'est possible. Qu'elle est très jolie. Merci. En tout cas, nous, on est contentes. Déjà, merci d'avoir voulu nous rencontrer et surtout, merci de parler de ton histoire, tu vois. Parce que c'est difficile d'avoir des personnes qui vont ouvertement venir parler de suicide, des tentatives de suicide, de dépression. C'est pas évident, mais ton histoire peut sauver une personne, d'accord? Merci, félicité. Ensuite, Kofi, Amnan, Aude, Élie. La fraîcheur. Éliso. Et à sa beauté. Oui, tata, ça va. Dieu fait grâce. Merci. Amen. Merci d'être venue. Tu vas bien? Oui, Dieu fait grâce. Tu es contente d'être là? Oui, quand même. D'accord, ça marche, très bien. Elle est belle, elle est jolie. teint. Oui, c'est ça. Très Toute belle, ma belle. fille. Et on a hâte d'entendre vos histoires. Alors les filles, dites-moi, est-ce que vous avez, vous, peut-être vécu une dépression qui vous a poussé, qui a failli vous pousser au suicide? Je dis qu'il vous a poussé au Non, suicide. Il était suicidaire. j'ai vécu des dépressions, j'en ai vécu. Ouais. Ouais. Mais je n'en suis pas arrivée à vouloir... Te suicider? oui, mais Ok. j'ai vécu à ma manière ma dépression. Voilà. Ok. Ça a été très dur, très, très dur. Ça a été une période de ma vie assez compliquée, mais par la grâce de Dieu, on essaye toujours de remonter la pente avec la prière, avec l'entourage, avec surtout de la résilience. Ouais. C'est surtout ça le mot. Mais et le fait d'y penser, je me suis toujours dit, tu vas avoir pour moi, j'ai eu une once de pensée, tu vois, mais je me suis dit, non, il faut pas. Tu vois, ça n'a jamais été vraiment mon... Mais de là, on arrive, mais je juge pas celles qui l'ont vécu parce C'est que ça. j'imagine que chacune traverse des périodes et des situations à la manière de ce que le corps ou de ce que l'esprit peut endurer. Et si vous êtes en vie, je rends gloire à Dieu. Très bien. Et toi, Adidjou? Oui, dépression, oui, mais pensée suicidaire, non. Par contre, je trouve que c'est vraiment... Il faut libérer la parole sur la santé mentale de façon générale. Parce qu'on a tendance à... Tout ce qui concerne la santé mentale est vraiment mis de côté. Les Noirs ne souffrent pas. On estime qu'on est vraiment robuste, Ouais. que notre mental est suffisamment fort pour encaisser, alors qu'il y a des chocs. Quand tu reçois, tu ne t'en rends même pas compte sur ça. le moment que ça aura des répercussions sur toi, mais plus tard dans ta façon de réagir. Donc, comment dans ce que tu ressens au fond de toi, tu te rends compte qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Et tu as toujours cette peur-là d'en parler parce que non, qui a dit que tu déprimes, c'est des histoires que tu te racontes, arrêter de regarder les choses des Blancs. J'ai déjà eu ce genre de réflexion-là. Donc oui, ça peut être difficile quand tu es en train de vivre ça et que tu n'as pas le soutien C'est ça. et l'accompagnement nécessaire. Nécessaire, ouais. Surtout quand tu écoutes, rien que ça. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Alors moi, j'ai pas eu de dépression très ouverte parce que je pensais que je ne déprimais pas. Ouais. Je pensais exactement comme ce qu'elle vient de dire qu'en tant qu'Africaine, je n'allais jamais déprimer, que c'était que pour les Blancs. Mais alors qu'en vérité, j'étais en totale dépression même pendant toute une année. Au moins de petits trucs, je pleurais, au moins de petits trucs, je m'irritais, je m'isolais, je restais seule dans mon coin, j'en voulais un petit peu à tout le monde parce que je vivais une situation assez compliquée. C'était aussi une situation émotionnelle très difficile et je ne me rendais pas compte. Je pensais que je me battais contre vents et marées, mais en fait, je suis en train de plonger dans une forte dépression. Et il a fallu de peu, peut-être, pour que je délire hein, carrément, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais les personnes qui sont hypersensibles, pour un oui, pour un non, il y a quand même une plaie à l'intérieur qui n'est pas encore guérie, et c'est une sorte de dépression, en fait. Je me mettais devant mes vêtements, quand j'arrive devant l'armoire, je me sens inutile à la vie, j'ai pas envie de m'habiller, je suis en train de manger. Quand j'entends les autres parler des choses intéressantes, je me dis, mais moi, je suis malheureuse. Oui, ça m'est arrivé, mais c'est vrai que j'ai pensé au suicide. J'y ai pensé plusieurs fois.
Mais je n'ai jamais eu le courage de passer à l'acte parce que j'ai toujours eu cette phrase qui me dit quand j'étais petite, parce qu'en tant que je suis née d'une famille musulmane, que ceux qui se suicidaient allaient en enfer. Donc, c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ta tête. Et Je tu as me peur suis de dit que, ma chère, ma vie est trop compliquée ici. Il ne faut pas passer trouver le démon là-bas. Nora m'attend là, n'est pas encore arrivé, mais j'y ai beaucoup pensé. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, avant, je ne croyais pas en la dépression. Ouais. Avant, parce que vraiment, vous connaissez, moi, je suis vraiment cérébrale, mais je ne croyais pas en la dépression. J'ai assisté des personnes qui déprimaient. J'avais une sœur qui a déprimé. Et je l'assiste, je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, bats-toi, prends ta vie en main. Et moi, je lui dis, elle, c'était par rapport à son mariage. Je lui dis, divorce, laisse-le. Je l'ai aidée à divorcer, tout. Elle s'est reprise en main, elle était devenue bien et tout. Elle était contente, reconnaissante. Mais parce que je ne comprenais pas la dépression. Je ne pouvais pas comprendre comment tu peux être là et puis tu es triste. Jusqu'à ce que moi-même, ça m'arrive. C'est ça. Tu vois, et quand ça m'est arrivé, justement, je ne comprenais pas, mais comment je peux être aussi triste face à une situation que je ne contrôle pas. Tu vois, des choses qui m'acculent. J'étais face à beaucoup de choses en même temps. Et j'ai compris que, ouais, c'est quelque chose qui est normal, ça peut arriver à tout le monde. C'est ça, ouais. Mais surtout, le plus important, c'est de savoir sortir de là, mais être bien entouré. Tu vois, quand tu es bien entouré, moi, j'étais pas bien pas que j'étais pas bien entourée, mais j'avais pas forcément les oreilles attentives qu'il fallait. Donc, je me suis moi-même auto-motivée. Je me suis sortie de la situation toute seule. J'ai coupé avec les personnes qui faisaient que je déprimais, tu vois. Ça aussi, il faut une force pour faire ça. J'ai coupé avec cette personne-là. Et puis, bon, ben voilà, je me suis retrouvée. Mais c'est quelque chose qui est réel et il faut vraiment qu'on en parle. Après, j'ai pas vraiment pensé au suicide, j'avoue. Parce que, il y a peur de... Il y a peur de... Ah bon, ouais. Donc, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça maintenant. Mais... Sauf le jour où tu as eu peur de ton papa, tu avais expliqué. Oui, ça, c'est quand j'étais en 6e, oui. Ouais. Là, je voulais me suicider. Pas parce que j'étais déprimée, parce que voilà, j'étais en 6e, j'avais une mauvaise note et j'avais peur qu'on me truc, donc je voulais me jeter devant une voiture, en fait. Ouais. Non, moi, si tu t'es blessée, il allait avoir pitié de toi. Ouais. Bah, ça ne s'est pas arrivé, ils t'ont bien chicoté. Alors, on va commencer avec toi, Félicité. On va écouter ton histoire. D'abord, d'accord, on va te laisser parler. Tu vas nous dire qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a poussé à penser même au suicide. Ok, merci. En fait, c'est le décès de ma fille. Oui, tu vas parler un peu fort, s'il te plaît. Le décès de ma fille. OK. C'était mon premier enfant. Une petite fille. On faisait tout ensemble, on se ressemblait beaucoup. Comme c'était mon seul enfant, je n'avais jamais fait d'enfant. Donc, en tout cas, je faisais tout avec elle, tout. Tout. On se lavait ensemble, on mangeait ensemble, on va au marché ensemble. En tout cas, on faisait tout. On dormait ensemble, on faisait tout ensemble. Au quartier, les gens nous appelaient les jumelles. Wow. Donc, quand j'ai fait une coiffure faussement, j'ai fait aussi sur sa tête. Donc, c'est comme ça. Elle était en moyenne section. Et puis, un jour, la maladie a survenu. Je ne sais vraiment pas où cette maladie est quittée. Ma fille a commencé à chauffer. Habituellement, quand elle chauffe, je lui donne les sirops de corps chaud. Quand il y a lieu d'aller à l'hôpital, on se rend à l'hôpital. Mais cette fois-ci, quand elle a commencé à chauffer, je suis allée à l'hôpital avec elle. D'abord, j'ai acheté un sirop de corps chaud pour lui donner, pour voir si la fièvre allait baisser. Mais j'ai vu que le sirop est arrivé au milieu, mais la fièvre, c'est comme si même je ne donnais rien. Donc, du coup, je suis allée à l'hôpital avec elle pour des examens plus approfondis pour voir ce qui n'allait pas. Mais, à ma grande surprise, tous les examens étaient négatifs, n'ont rien révélé. Bon, je ne comprenais pas, je faisais un peu... Les mamans qui étaient à côté disaient, me montraient des femmes praticiennes. J'allais prendre les canaries pour la laver avec, mais rien du tout. Et c'est comme ça, un soir, elle a piqué une crise. Et puis, elle a commencé à convulser, en fait. Je me suis rendue à l'hôpital avec elle. Je peux dire le nom de l'hôpital? Oui. À Ashma. Dès que nous sommes arrivés, elle est tombée dans le coma. Ils l'ont réanimée. Ils ont dit non, qu'elle faisait l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, ils ont réussi à la stabiliser. Ils nous ont conduits dans une autre clinique.
eux peuvent encore faire d'autres examens là-bas. Nous sommes partis. On nous a gardés là-bas 4 jours. Je précise qu'elle est décédée à 1 semaine de ses 4 ans. Donc, les médecins ont dit, comme elle est encore petite, si on dure à l'hôpital, peut-être qu'elle va avoir d'autres infections. Donc, on nous a libérés, puis nous sommes partis à la maison. On nous a libérés un vendredi. Le samedi, le lendemain samedi, ça n'allait pas. Donc, je suis retournée avec elle, puisque dans la clinique, il y avait un pédiatre qui la suivait. Je l'ai appelée, elle a dit de venir avec la petite, et puis je suis partie. Bon, ils ont fait 2 examens, la dame me dit, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. La fièvre qui ne descend pas là, elle ne sait pas. Donc, elle a prescrit encore d'autres médicaments. Nous sommes partis à la maison. Mais c'est le dimanche qu'elle est décédée. Ce qui a fait truc, c'est qu'avant de décéder, elle m'a appelé parce qu'elle parlait très bien. Elle m'a appelé, maman, j'ai dit oui. Elle dit, aide-moi s'il te plaît. C'est ce mot-là. Voir son enfant te demander de l'aide. Puis j'ai pas pu. J'ai pas pu. Et ce mot-là sonnait tout le temps. Maman, aide-moi. J'ai dit, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis ta maman. Si je pouvais faire quelque chose, dès le départ, j'allais prendre la maladie là. Mais je ne sais pas. Il y a une maman au quartier qui vendait les jus. Donc, elle appelait Mémé. C'était une maman qui priait beaucoup. Donc, je lui ai demandé d'aller appeler Mémé à prier pour toi. Elle dit oui. Donc, j'ai envoyé ma cousine. Qu'on va appeler Mémé. Elle est venue. Elle a prié. On a prié, on a prié. Et elle a dit que la petite avait été envoûtée. Ils ont envoûté une nourriture pour lui donner. Que si c'est vraiment le cas là, elle n'a qu'à vomir. Là encore, elle est en train de converser, mais elle s'est mise à vomir. Elle a dit qu'on n'a qu'à envoyer la petite à l'hôpital. Donc, elle a proposé, puisque j'étais en pleurs, je ne pouvais même pas l'attraper. Elle a proposé de prendre la petite, la mettre au dos. Donc, en cours de route, j'ai oublié. Parce que quand c'est comme ça, les médecins demandent les médicaments qu'elle prend. Donc, j'ai oublié le sachet des médicaments. Donc, j'ai dit à la maman, je viens. J'ai couru rapidement chercher les médicaments. Donc, c'est quand j'ai donné le dos pour aller prendre les médicaments. Bon, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu que... Elle a rendu son dernier souffle. Mais la maman ne pouvait pas me dire parce qu'on n'était que 2. On a porté le taxi. Je l'appelais habituellement. Quand on défilait là, je l'appelle, je la tape, je l'appelle. Elle s'appelait CSA. CSA, elle ne me répond pas. Donc la maman a dit non, laisse-la. Comme elle est fatiguée, elle est en train de dormir. Arrivée à l'hôpital, ils vont prendre soin d'elle. On va rentrer. Quand nous sommes arrivés, c'est la maman. Ils ont refusé que je rentre. C'est la maman qui est rentrée avec la petite derrière les médecins. Arrivé là, elles ont dit à la maman, tu vois, elle est décédée. La maman dit oui, mais je suis avec la petite, je ne peux pas lui dire. Je ne sais pas comment elle va réagir sur la route. Donc j'étais assise. Quand je me lève, je vais rentrer, on me dit non. Laisse, on va prendre soin d'elle. Moi, j'étais assise, mais je ne pouvais pas m'asseoir. Quand je me lève, les médecins me disent de me retourner. Pourtant, ça arrivait un moment, la maman s'est levée par là, appelée, puis moi, je suis rentrée. J'ai trouvé ma fille allongée, ils l'ont couvert. Donc, la maman est venue, je lui ai demandé, tu dis, ils sont en train de prendre soin de l'enfant. Pourtant, il n'y a personne, ils l'ont fermé. C'est vrai que je n'arrivais même pas. Je ne pouvais pas, j'ai vu qu'ils l'ont fermé, mais je ne pouvais pas imaginer que ma fille n'allait plus
se lever. J'ai demandé à la maman, tu es sûre que ils vont soigner si ça, je vais la prendre par là à la maison. Elle a dit oui. Il faut le laisser. Il dit, mais ils l'ont fermée, elle est là-bas. Donc elle a vu, il y a son papa, il a appelé son papa, lui, il n'était pas là. Il a appelé pour lui dire, ah voilà l'état de l'enfant. Donc lui, il a demandé permission. Il venait nous trouver à l'hôpital. Donc quand la maman l'a vu, elle lui a fait signe que l'enfant est parti. D'accord. Félicité. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir après. On va à la pub. De retour sur le plateau, pardon, de retour sur le plateau des femmes d'ici avec Félicité Kouadio, Kofi, Amnan Aude et Nour Bakayoko. On parle de, on parle de dépression et de suicide. On a entendu en première partie l'histoire de Félicité. Franchement, une histoire incroyable. On aura le temps de revenir dessus. On va maintenant t'écouter. Ma chérie, Ok. qu'est-ce qui t'a poussé à la dépression au point de penser au suicide? Déjà, il faut dire que j'ai pas grandi avec une figure paternelle. J'ai pas grandi avec genre, un papa qui va te dire fais ça, fais ça. C'est ma maman qui était le pilier. On était déjà 4 et c'était comme le père et la mère. Ouais. Voilà, donc maman tombe malade quand j'étais en terminale. Et quand elle a dit, c'était en décembre, je crois. Quand elle a dit, on était sortis avec ma grande sœur Joël. Et elle a dit, je suis malade. Le moment était beaucoup taquine, donc je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai dit, aïe, tu es malade comment? Elle dit, je suis malade. C'est vrai que tu es la dernière de la famille, mais il faut être forte et tout. Moi, je n'ai pas pris ça en compte. Donc, après, peut-être 2 semaines avant les épreuves du bac, maman a eu des boutons sur le corps et tout. Je l'accompagnais à l'hôpital. On venait même à Abidjan ici, faire ses examens. Elle souffrait de dermatose bulleuse. C'est-à-dire, arrivé ce moment-là, sa peau quittait, c'est que ces couches-là, sa peau, c'est la plaie partout. Waouh. Et je suis allée, déjà même là, mon professeur de philosophie était pasteur. On avait une série de prières à l'école. Et donc, du coup, moi et ma grande sœur Joël, on envoyait des pasteurs pour prier. Vu que quand on venait à l'hôpital, on dit, faut mettre... non, c'est quelque chose aqueuse. C'est éosine aqueuse de mettre dessus. Mais quand on met... Dès que l'eau touche quelque part, il y a les plaies qui revenaient et tout. Donc, on était un peu désespérés. On envoyait les pasteurs, on priait. À ce moment, il a dit que affaire des pasteurs, là, c'est bon. Moi, c'est bon. Et je suis allée composer. J'ai eu le bac. C'était vraiment difficile parce que... Et après ça, maman, sa maladie a aggravé. Et moi, je n'ai pas supporté la voir en train de souffrir. Je n'ai pas supporté la voir en train d'être cette rose qu'elle était quand elle était malade. Je suis venue, c'est elle qui m'appelait le matin pour me réveiller. Tu dors encore. Faut te réveiller, enfant de pauvre, dors pas jusqu'à 6 heures. Faut te réveiller, tu vas aller à l'école, tu n'as qu'un problème. Et après ça, bon, elle a rechuté. Moi, j'avais pris une autre voie parce que je fuyais un peu la réalité. Et donc, elle était internée, elle a fait 6 mois au CHU de 13 juillet. Et moi, les premiers jours, je suis partie, mais après, là, je ne pouvais plus. Puisque c'était carrément, son corps s'est décomposé. C'était... Si on vous montre les images, vous n'allez pas en revenir, quoi. Et après ça, ma grande soeur m'a appelée pour me dire, ça va chez maman de venir, elle est à Grand Laou, ça s'appelle Nina. Donc moi, je prends un véhicule, je vais à Grand Laou, ça va, maman va bien. Et un matin comme cela,
J'étais en train de préparer ma rentrée en L2. Et un matin comme cela, maman me dit, j'avais fini la laver et j'appliquais l'éosine aqueuse. Et puis elle dit, cours, va appeler Nina. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, va appeler Nina. Donc moi je cours, je vais chercher ma grande sœur. Je reviens, maman à terre. Je dis, aïe, maman, elle ne répond pas. Elle faisait une crise d'AVC. Et ma grande sœur qui dit, maman, toi de faire AVC, elle s'en va appeler une infirmière du quartier. J'ai dit, mais maman, toi de faire une crise d'AVC, tu sais que c'est AVC en temps de faire. Je suis partie appeler l'infirmière. L'infirmière va faire quoi? Je vais partir chercher un taxi. On va envoyer maman à l'hôpital. Je vais chercher un taxi, je reviens. Le taxi dit qu'il ne peut pas toucher ma maman parce qu'avec ce qu'elle a sur le corps, là, lui, il ne sait pas ce qu'elle a, donc il ne peut pas toucher maman. Nina aussi, elle a commencé à pleurer. Notre maman va mourir de nous, mais j'ai dit, viens, on va soulever notre maman. Donc on soulève ma maman, on la met dans le taxi, on va à l'hôpital. Il n'y a pas de docteur. Donc moi, je crie maintenant. J'ai dit, je suis étudiante, mais je fais la communication. Si vous ne faites pas attention, là, je vais vous dénoncer. Mais si c'est un dimanche, au moins, il y a un docteur qui est là, et ceux qui tombent malades, même pas ma mère, et les gens qui sont là, on fait comment? Et la femme, je ne sais pas si c'est la fille de Salou, quand elle a appelé le médecin est venu peut-être 2 heures, 3 heures après. Maman avait déjà perdu l'usage, elle partait. Et il nous dit qu'il n'y a pas les équipements pour pouvoir aider maman ici. Donc, on n'a qu'à la conduire à Abidjan ici. En fait, il envoie l'ambulance. L'ambulance, déjà, il n'y avait pas de carburant. C'est nous qui avons mis le carburant. Ce n'était pas équipé. Et en train de monter dans l'ambulance, le chauffeur nous dit qu'au corridor, lui, va prendre quelqu'un. J'ai dit, attends, ce n'est pas sérieux. Quelqu'un qui est en train de mourir. Déjà, votre ambulance n'est pas équipée. Et vous allez vous arrêter pour prendre quelqu'un. J'ai dit, c'est pas ça qu'il faut. Tu vas prendre une autre ambulance. Tu vas pas, c'est pas pour ma maman là que tu vas prendre. Donc, quand la voie de Grand Laou, là, c'est une voie, c'est pas trop bitumée. Donc, du coup, les secousses, j'étais obligée de m'arrêter de Grand Laou jusqu'à Abidjan. Ma grande soeur était devant, avec l'ambulancier, attraper les pieds de ma maman pour ne pas qu'elle tombe. Elle avait essayé de l'attraper, mais même pour gens, parce qu'elle pleurait même. J'étais sa dernière et tout et tout. On est arrivé à l'hôpital de Trècheville. Mes tantes, mes tontons, tout le monde est venu et tout. Mais maman, c'était quelqu'un de fort. Elle n'aimait pas voir dans cet état. Les gens venaient dire, hé, Rosiako. Maman, elle-même, elle ne supportait pas. Maman, je ne supportais pas. Donc, du coup, j'étais obligée de dire à tout le monde, laissez-la, laissez-la, laissez-la. Et ils m'ont trouvé un peu. J'ai dit que même les médecins, souvent, maman ne voulait pas qu'on lui mette de sonde. Et quand le médecin a voulu lui mettre j'ai dit non, carrément, parce que ma maman est forte. Ma maman, voilà. Et donc, ils ont dit de retourner à l'école, de retourner à la maison, que ça va aller et tout. Donc, moi, j'ai dit, OK, je vais retourner à l'école, mais la condition est que chaque 17h, quand je finis de faire les cours, je passe à l'hôpital voir ma maman. Ils ont dit, OK. Et après, ma grand-sœur m'a dit que non, qu'il faut te concentrer. Tu sais que maman, là, son rêve, c'est de te voir être quelqu'un d'aimé. Donc, il faut te concentrer sur les études et tout. Donc, moi, je vais à l'école. Et le jour, elle est rentrée dans le coma. J'étais en train de faire le cours de marketing digital avec M. Yoboué. Et j'ai sorti mon cœur, j'ai comme si mon cœur allait s'arrêter. Et je me suis levée, je suis allée à l'infirmerie. Quand je suis allée à l'infirmerie, l'infirmière m'a dit, mais tu as quoi? J'ai dit que non, je ne me sens pas bien et tout. Elle dit de m'allonger. Donc, quand je me suis allongée, j'ai perdu l'usage. Genre, je ne pouvais plus marcher. J'ai fait une crise, je ne pouvais plus marcher. Et en ce moment, maman était à 13, je l'ai envoyée au CHU de Cocody. Et en partant, on m'envoie aussi au CHU de Cocody. C'est là, moi, je vois mes soeurs. Nina me dit, mais aïe, tu fais quoi dans la chaise roulante? J'ai dit, mais toi, vous n'êtes pas à Trècheville. Que vous faites quoi ici? Elle dit, non, que c'est rien. En ce moment, maman était en réanimation. Au CHU de Cocody? Oui, au CHU de Cocody. Mais on m'a pas dit. J'ai dit, aïe, que c'est bizarre. Donc, après ça allait. Bon, on a tourné un peu les hôpitaux, puisque c'était un peu bizarre. On dit, un coup comme cela, je ne peux pas perdre l'usage des pieds. Et le jour où j'ai pu marcher, c'était le jour du décès de maman. C'est-à-dire que dès que j'ai marché, et puis mon oncle est venu me dire,
maman est partie. J'ai dit non, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir comme ça. On a un programme, on a des projets ensemble. Elle ne peut pas partir. J'ai commencé à pleurer. Et après ça, je me suis dit que ça allait. La vie, là, c'est comme ça. Ça allait. Je n'ai pas affronté. Genre, je n'ai pas... Tu n'as pas fait ton T'as pas fait deuil. le deuil. J'ai pas fait le deuil. J'ai pas fait le deuil. Et après, ça m'a rattrapée. Ça m'a rattrapée jusqu'à... Je suis allée boire médicaments de souris. Je me mutilais. Je ne voulais pas voir des gens. J'ai dit, c'était ma maman qui était... Je dis, je ne voulais plus personne. Ouais. Je ne voulais plus personne jusqu'à ce que je rencontre le père de mon fils. Voilà, qui m'a aidée, qui m'a soutenue malgré tout. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce. On est là. Ça va mieux. Donc, tu as pris les médicaments de souris? Oui. Boire? Oui. OK. D'accord. Nous, Bakayoko, Oui. on a une émission très poignante aujourd'hui. C'est rare de voir ça chez les femmes d'ici. Ouais. Alors, mais toi, quand tu entends ces deux histoires-là, qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? Déjà, pour elle, on peut parler de... Parce qu'on avait besoin peut-être de situer, oui. de la suite après, comment ça. elle a eu à se comporter, tout ça. Effectivement, parce que il y a la dépression qui peut être réactionnelle par rapport à une situation douloureuse qui vient de se passer, dont on ne s'entendait pas. Donc, du coup, quand ça vient, ça met en berne toutes nos ressources intérieures. Ouais. Donc, du coup, ça laisse, comment on appelle ça, rejaillir nos pulsions internes. Et ce sont ces pulsions internes-là, comme nos ressources sont en berne, ce sont ces pulsions-là qui nous guident. Donc, automatiquement, sur un coup de tête ou encore sur le coup de l'impulsivité, voilà, on peut commettre des cas ou bien des cas d'autodestruction. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ce type de suicide-là peut ne pas être lié directement à la dépression, mais plutôt de façon réactionnelle par rapport à un choc qui vient juste de se passer. Maintenant, pour elle, c'est le lien fusionnel. Les deux avaient un lien fusionnel Oui, c'est ça. avec une personne. Et c'est lié généralement à la perte. C'est ça. Et elle a été victime de ce qu'on appelle le deuil retardé. Et le deuil retardé, c'est quelque chose qui est très grave parce qu'on a le sentiment que tout va bien. En réalité, c'est latent. C'est latent. Même dans le cadre de la dépression, voilà, on va dire non, j'ai eu la dépression, mais est-ce qu'on a été diagnostiqué? Parce que le diagnostic nous permet de situer le niveau. Ça veut dire que si c'était un niveau assez grave, donc c'est latent. Ça veut dire qu'il y a un choc qui va revenir, qui va faire que ça va se réveiller et ça va arriver à un stade un peu plus compliqué. Par exemple, ce qu'elle dit, elle se mutilait, etc. Il y a ce qu'on appelle l'ANS. L'ANS, ce n'est pas une compagnie de cas, ça veut dire automutilation non suicidaire. OK. Donc, c'est une forme d'appel à l'aide. Donc, la personne s'automutile, la personne crée de la douleur physique pour soulager la douleur émotionnelle. Ouais. Donc, la douleur physique va venir en quelque sorte soulager la douleur émotionnelle. Donc, la personne même peut prendre des mégots de cigarettes encore en feu, voilà, pour se brûler. La personne peut prendre une lame. En tout cas, tant que la personne peut se faire du mal, la personne se fait du mal. Vous voyez que ce n'est pas encore arrivé au suicide. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle le trouble de la personnalité borderline, limite. Ouais, borderline. La personne est entre la névrose et la psychose. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très grave. C'est-à-dire que dans un pôle, la personne peut tomber ici ou bien la personne peut rester ici. Et ces cas-là, quand ce n'est pas pris en charge, ça peut virer directement au suicide. C'est ça. Alors, dis-nous, Félicité, toi, quel acte tu as posé quand tu voulais te suicider? Au fait, après, comment on appelle, chez nous, les baoulés, quand c'est ton premier enfant, à l'enterrement, tu ne vas pas. Tu ne vois pas le corps de l'enfant. Même quand tu veux pleurer, on te dit non. Et si tu pleures là, quand tu veux pleurer, on te dit de ne pas pleurer parce que quand tu vas pleurer, tu n'auras pas... Même quand tu vas faire un autre enfant, il va se retourner encore. Attends, elle n'a pas compris. Elle dit chez eux, les baoulés, tu ne dois pas pleurer quand ton enfant meurt. Ton premier enfant. Ton premier enfant. Voilà, ça. Et puis tu ne vas pas à son enterrement. Tu ne vas pas là à l'enterrement de ton premier enfant. OK. Donc, je suis restée là, je ne voulais même pas qu'on l'enterre. Il me disait que ce n'est pas possible. Donc, après l'enterrement, je suis là. Et puis, la phrase qu'elle m'a dit, « Maman, aide-moi. Et puis, je n'ai pas pu.
Donc, je me dis que je suis quel genre de mère? Parce qu'une mère ne peut pas regarder son enfant, l'appeler à l'aide et puis tu ne peux pas aider ton enfant jusqu'à elle meure. Donc, je me dis, bon, je vis même là, c'est pourquoi. Ma fille est partie. Elle m'a demandé mon aide, on n'a pas pu obtenir, elle est partie. Donc, moi, je suis là, je fais quoi? Je n'avais plus goût à la vie. C'est quand je marche même, c'est comme quelque chose est sorti de moi. Quand je marche, j'ai l'impression que c'est dans des trous que je marche. Je n'arrivais pas à manger, je ne pouvais pas boire. Donc, ça a fait qu'une fois, je suis sortie. Quand c'est comme ça aussi, après l'enterrement, tout le monde est parti. On dit, on ne reste pas longtemps à côté de toi. Tout le monde est parti. Donc, j'étais restée seule. Je ne mangeais plus, je ne dormais pas même parce que quand je dors, La voix. elle vient. Maman vient, va jouer. Souvent, même quand tu vas te laver, quand on n'était pas encore décédé, tu vas te laver à ton retour, elle rentre dans ton placard et puis elle s'enferme. Toi, tu ne sais pas qu'elle est dedans. Quand tu ouvres, et puis genre, comme si elle était frère, maman, tu as eu peur. Il dit non. Donc, ça faisait que je la voyais partout dans la maison. Donc, c'est comme ça, une fois, je suis allée acheter les comprimés. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi, c'est quel comprimé. J'ai pris ici, j'ai pris ici, j'ai pris ici. Puis je suis venue, j'ai bu. C'est ma cousine qui est sortie, qui est venue me trouver, elle avait perdu connaissance. Puis je suis allée laver dans mon ventre. J'ai fait 2 jours. Et puis je suis venue à la maison. Mais quand je suis là, que je la vois, et puis la phrase, je ne voulais plus vivre en fait. Je voulais partir avec elle parce que je l'avais promis de son vivant qu'on sera toujours ensemble. Ouais. On ira partout ensemble. Ouais. Donc souvent, même quand je dors un peu, elle dit, maman, viens, on va partir. Wow. Donc c'est ça qui a fait que je ne voulais D'accord. plus vivre en fait. Ok. Je Et voulais le plus- père de la fille Il est là. Il était là pendant que... Il était là. Il était là. Ça a fait que même il ne partait pas souvent au travail, il prenait les permissions. Après l'acte qu'il a posé, il prenait beaucoup les permissions pour pouvoir rester. Mais il était obligé de partir au travail. Donc, c'est le pasteur et sa femme qui m'ont pris, qui m'ont récupéré, en tout cas sans eux. Parce que le père de mon enfant n'était pas tout le temps présent. C'est ça. Donc, si ce n'était pas à cause du pasteur et son épouse, sincèrement, moi, je ne voulais plus vivre. OK, très bien. Parce que je vais vous demander, est-ce que le fait de ne pas avoir participé, avoir été présente à l'enterrement, ça ne vous a pas aussi fait un autre traumatisme aussi? C'est Parce ça. que la perte, c'est vrai, mais de ne pas avoir vu sa fille partir jusqu'à sa dernière demeure, C'est ça. ça vous a pas... Ça m'a fatiguée parce que je n'ai même pas vu Le corps. là où ma fille Ah, vous a savez- été enterrée Jusqu'à maintenant? jusqu'à Vous maintenant. ne connaissez pas sa On dit de tombe? ne pas aller là-bas. Une tradition. Sinon Oh, que cette quoi? histoire de On dit tradition. de ne quoi? pas aller là-bas. Si je vais pas avoir un autre enfant. Et si j'ai un autre enfant, il va se retourner aussi. Mais le pasteur avec qui vous êtes, c'est vous qui avez parlé de pasteur? Oui, oui. Eux aussi sont dans ça? C'est lui-même jusqu'à présent, il m'interdit d'aller là-bas. Non, mais ça... OK. Qu'est-ce que nous Moi, je pense de ça? demanderais- Oui, je voulais nous- demander- attends, nous va- En fait, ce que je voulais dire, ce qui a amplifié le cas, effectivement, c'est ce que Yasmine vient de dire. C'est-à-dire, non, d'abord, je perds mon enfant. OK? On crée encore une deuxième séparation parce qu'on ne me permet pas d'assister à ses obsèques. Ça, c'est 2. Et puis, de 3, au soir de l'enterrement, tout le monde m'abandonne. C'est ça. Et le gros problème qui vient après maintenant, c'est la solitude, l'isolement. Donc, il y a ce qu'on appelle des hallucinations auditives. Donc, on est là, on a l'impression d'entendre l'enfant. Donc, les voix sont un peu partout. Donc, on se dit que l'enfant m'a demandé de l'aider. Si je reste ici, je suis une mauvaise mère, je suis ingrate, etc. Et comme je n'ai pas assisté, je vais dire, à ce processus de fin-là, le mal est encore là. C'est-à-dire l'esprit est en train de chercher. Parce que le mental, là, il guérit quand il comprend et non quand il oublie. Donc, c'est-à-dire l'esprit a besoin de comprendre. Et on empêche à la personne de comprendre. Ça crée ce qu'on appelle le poids du manque. L'effet Zeigarnik, le poids du manque. Donc, ça fait que ce poids du manque-là fait que ça persiste. C'est ça. C'est comme quelque chose n'est pas encore fini. Il y a un Ça. processus qui n'est pas encore Ouais, terminé. la plaie n'est pas guérie. On La a juste plaie mis n'est pas quelque chose guérie. Donc, son dessus. processus de deuil, là,
il y a un blocage quelque part. Mais le fait de ne pas savoir où son enfant est enterré, Ouais. pour moi, je trouve que c'est un peu grave. C'est ça. Non, Aller mais se replier. c'est la tradition. En fait. Ouais, vas-y. Alors, ce que j'ai compris, c'est que souvent, le deuil, la réaction, on est un peu dans le déni quand il y a ce genre de situation qui arrive. Peut-être pas dans le cas de cette dame-là, mais vous avez plus ou moins... Le deuil est venu un peu plus tard. Mais la réalité, c'est que psychologiquement, souvent, il y a des situations qui arrivent où on est vraiment, comme je dis, dans le déni. On se dit, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et l'inconscient, en fait, à un moment donné, rejaillit. Ça peut même mettre 10 ans avant qu'on arrive à se rendre compte vraiment de la situation. Mais là, c'est quoi la réelle réaction? Comment est-ce qu'on doit, pour éviter que les choses s'aggravent un peu plus tard, comment on doit réagir sur place? Comment est-ce qu'on doit faire dans le cadre de cette jeune dame? Comment faire réellement le deuil? En fait, elle veut dire que, par exemple, elle a dit que sa maman est décédée, mais elle n'a pas vraiment... Elle s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est la vie. ça. Elle est passée à autre chose, maman veut que je réussisse. Et puis, un coup, ça l'a pris devant. C'est ça. Elle a commencé maintenant à se rendre compte que sa maman est décédée. C'est là même elle a fait funérailles dans son cœur. Et de manière générale, pour des personnes même qui font la dépression, la dépression, en fait, c'est la conséquence de quelque chose qui s'est passé 10 ans plus tôt, 15 ans plus tôt. Donc, comment, en tant que personne, on peut réussir à éviter? Voilà. OK, donc ta La question, c'est dépression. comment est-ce qu'on doit réagir face à une situation, de choc et tout pour ne pas aller jusqu'à la dépression? Pour ne pas aller jusqu'à la dépression, effectivement, quand la dépression peut apparaître, par exemple, si ça apparaît 10 ans plus tard, ça peut avoir des effets. C'est-à-dire que l'élément déclencheur peut être présent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant va venir amplifier. Voilà, sinon, ce n'est pas directement lié, il y a quelque chose au milieu. C'est-à-dire qu'il y a un élément déclencheur. Voilà pourquoi je disais à l'entame que tu peux dire que j'ai eu la dépression, etc. Mais est-ce que tu as été diagnostiqué pour voir le niveau? Parce que ça peut être latent. Et puis maintenant, réapparaître encore plus grave. Voilà pourquoi quand il y a des situations de choc, n'empêchez pas les gens de pleurer. On leur a dit de ne pas pleurer. N'empêchez pas les gens de pleurer. Parce que les larmes, là, ça permet à l'homme de se libérer. Pleurer, c'est normal. Pleurer, c'est une forme de thérapie. Donc, pleurer. Et quand on pleure, il faudrait, à côté, il y a des personnes qui doivent être là pour soutenir la personne. Pas lui dire de se taire, mais lui dire de continuer à pleurer pour pouvoir se vider. Pour que tu sois au moins, pour cette personne-là, une forme de poubelle émotionnelle. Voilà, sur qui la personne va pleurer, sur qui la personne va dire des choses, etc. Et puis après se libérer. Sinon, quand on voit, par exemple, que voilà, on est vide, on a l'impression que ça ne nous dit rien, c'est très dangereux. Et c'est dans ces cas-là qu'il y a des personnes qui cherchent à aller voir un spécialiste automatiquement pour voir un peu si je suis normal. Voilà, nous, on a reçu des personnes qui se disent, mais il y a mon frère qui est décédé, on était toujours ensemble. Mais ça, moi-là, ne me dit rien. Mais est-ce que je suis normal? Donc, on soumet la personne à des tests et puis on lui dit, attention, si tu as envie de pleurer, pleure. Pleure, libère-toi au maximum. Parce que ce qui est en train d'arriver après, là, voilà, c'est pas bon. Alors, moi, j'ai vécu un peu cette expérience-là et je me demande si nos traditions ne contribuent pas à nous fragiliser émotionnellement. Parce que moi, par exemple, quand j'ai perdu mon père, c'était la même chose. Ne pleurez pas, vous allez faire qu'il ne va pas partir en paix, soyez fort. Et là, quand on te dit sois fort, il y a du monde autour de toi. Donc, tu arrives à supporter, tu arrives à tenir. Mais une fois que l'enterrement est fini, tout le monde part et vous vous retrouvez en fait avec votre chagrin sans pouvoir l'exprimer. Pour moi, je me souviens que c'est au bureau que j'ai éclaté, c'est là où ça m'a pris. Mon petit frère, je ne sais même plus où il était. En fait, chacun a vécu ça après, mais dans des situations vraiment très, très bizarres. Parce qu'on nous a tout le temps empêchés de pleurer, tout le temps empêchés d'exprimer ce qu'on ressentait. Finalement, c'est vrai que je peux comprendre qu'on dise ça pour ne pas qu'il y ait ce sentiment de grande tristesse dans la famille et tout, je peux comprendre. Mais quelque part, ça fragilise émotionnellement parce qu'après, ça te rattrape de toute façon. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas au contraire des guides religieux pour accompagner les gens dans leur deuil plutôt que de leur dire ne pleurez pas, en fait? Parce que c'est ça la réalité, c'est ne pleurez pas. Ça, je suis d'accord. Ne pleurez pas. Guide, voilà, guide. Nous, Bakayoko, on va répondre. Nous, Bakayoko va répondre à ça. Ce que Kadi est en train de dire. Si, on va. Tu vas répondre à ta question. Juste après la pub. La pub.
Kofi Amenan Aude, Félicité Kouadio et Nour Bakayoko sont avec nous. On va les applaudir très fort. Et juste, c'est la troisième et dernière partie. Juste avant de partir, la pub DJ a posé une question, mais très, très pertinente. Pourquoi on nous empêche de pleurer? Franchement. Mais parce que dans nos cultures africaines, on a l'habitude de dire non, il ne faut pas pleurer, sois fort. Il y a trop de choses en Afrique qui ne vont pas du tout. Mais en réalité, peut-être que c'est de bon augure, mais ça a des conséquences très graves. Bien sûr. Voilà, elle a parlé, par exemple, mettre les guides religieux à contribution, mais je dis aussi mettre un professionnel de santé mentale Bien aussi sûr. à contribution. Ouais. C'est-à-dire que quand on parle de dépression, parce que la dépression est une des plus grandes causes du suicide. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui se suicident sont en dépression. Pas tous, mais la plupart. Donc, un professionnel de santé mentale. Parce qu'elle a parlé tout à l'heure de voler. Parce que si la personne avait le palu, on allait prier pour lui, mais on allait l'envoyer à l'hôpital. Bien sûr. C'est ce qu'on a dit. Parce que la prise en charge de ces cas-là, le trouble le comportement suicidaire a son processus déjà de prise en charge. Donc, déjà, mettre aussi les professionnels de santé mentale à contribution. Ce n'est pas le moment de dire à la personne non, sois motivé, etc. La motivation ne peut pas te guérir là. Parce que tu as des lésions émotionnelles. Et donc, ces lésions émotionnelles-là ont besoin d'un traitement particulier pour que tu puisses déjà en sortir. D'accord. Alors, Nour, comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est prête à passer à l'acte? Est-ce qu'il y a des signes qui doivent interpeller les gens? Vous savez, il y a deux éléments. Il y a deux éléments au niveau de la dépression qui sont un peu dangereuses. Ça fait que ça mène les personnes au suicide plus rapidement. Il y a ce qu'on appelle la dépression masquée. C'est-à-dire que la personne est là, elle a des sensations de douleur, elle est un peu fatiguée, elle a l'impression qu'elle a eu un mal quelque part, ou encore des petites maladies bénignes. On l'envoie à l'hôpital, on soigne, mais on ne voit rien. Mais en fait, la personne est en train de faire une dépression masquée. C'est ça. C'est-à-dire la cause n'est pas médicale, mais c'est plutôt psychique, psychologique. Et puis maintenant, la deuxième chose, c'est la dépression souriante. C'est-à-dire que les gens ils vont sourire, ils vont toujours écouter les autres. Ils vont même donner des conseils. Ils vont être là, mais au fond, ils ont besoin que quelqu'un leur dise une seule phrase. Comment ça va? Ouais. Toi-même, comment tu te portes? Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il va perdre, par exemple, son enfant ou bien un parent ou bien un proche, mais c'est lui qui sera en train de dire non, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, etc. Donc, moi, je dis à tout le monde, quand c'est comme ça, s'il vous plaît, la personne même là, demandez-lui comment elle va. C'est vrai. Comment elle se comporte. Moi, c'est ça qui était mon cas, effectivement. J'avais pas quelqu'un qui... Parce que moi, je suis d'habitude celle qui prend le devant. C'est moi, Exactement. Je fais tout. C'est moi, je suis toujours en train de conseiller les gens. C'est moi, je donne toujours tout. Mais personne ne s'occupe pour dire, Kadi, est-ce que tu vas bien? Personne, en fait. Ouais. Est-ce que tu vas bien? Et puis aussi... Non, je parle de ce qui s'est passé. Et puis, vous allez voir aussi, après, il y a des personnes qui sont dans un profond sentiment de tristesse. Ouais, ces personnes-là n'arrivent même pas à se lever pour faire ce qu'elles pouvaient faire naturellement. Ouais. Et puis les personnes qui se rendent dans l'auto-culpabilité, c'est à cause de moi, c'est parce que je n'étais pas là. Ou bien la personne commence à manger beaucoup. Ou bien la personne carrément arrête de manger. Et puis c'est là la personne va commencer souvent à mettre des paroles subtiles. Mais quand on meurt là, on va où? Mais quand on meurt là, qu'est-ce qui se passe? Comment on se sent? Mais est-ce que ça là, ça existe? Elle dit oui, tu faisais la même chose. D'accord. Comment? Etc. Ce sont des idées suicidaires. C'est-à-dire les idées suicidaires, la personne a déjà commencé à préparer comment elle doit partir. Mais elle veut se rassurer que là où je m'en vais là, c'est bon. C'est ça. Et puis la personne va avoir un comportement suicidaire, par exemple, comme ce que Kadi a dit au début. Là. Elle a dit en 6e, elle a fait une tentative. En réalité, c'est une forme d'appel à l'aide. Parce que la personne a ce comportement suicidaire, mais en réalité, la personne ne veut pas mourir. Oui. Et souvent, la personne veut mourir, mais la personne ne veut pas mourir de son propre chef. Dans le style de « je ne veux pas avoir ma propre mort sur ma conscience ». C'est ça, c'est ça. Alors que tu es déjà mort. Donc, du coup, la personne va te mettre devant une voiture. Je ne me suis pas tué, c'est le chauffeur qui l'a fait. Ouais. Donc, la personne va exposer son corps à des situations où, elle peut se tuer. Mais je viens de me rendre compte de quelque chose. Oui. Un truc, attends, permets-moi. Moi, souvent, quand je suis très énervée, en fait, quand on ne me comprend pas, parce que moi, je ne sais pas trop m'expliquer. J'aime pas trop les explications, ça me frustre. Surtout quand je sais que j'ai raison, j'aime pas, ça me rabaisse, ça me rend petite devant, alors que je sais que j'ai rien fait. Donc, du coup, je pleure. Et quand je pleure, ou bien quand je pleure pas, je dis des mots, il y a des mots même un peu méchants qui vont sortir de moi.
Et on dit qu'il faut te calmer. Plus on me dit qu'il faut te calmer, plus j'ai mal, plus ça m'énerve, parce que j'estime qu'on ne me laisse pas parler. Si, ouais. Donc ça m'énerve et j'explose. Est-ce que c'est une forme de dépression ou bien c'est le caractère? Non, c'est pas ça. C'est pas une forme de dépression. Oui, ça, je pense que c'est commun à pas mal de- En fait, vous il y a le- arrive pas. Oui, moi, ça m'arrive. Voilà pourquoi il y a le normal et puis il y a l'anormal. Ça dit moi, ça m'arrive tout que le tu as le temps. droit de te fâcher. Oui. Voilà, c'est comme si on te tape sur ton pied, tu as mal. Ouais. C'est comme ça qu'on tape sur tes émotions, tu as mal aussi. Si, et oui, c'est bien cette sûr. réaction-là qui est là. Ça, c'est plus ou moins Voilà. normal. Nous, on a tout ça. hein. Ah, c'est- Alors, je disais que, en fait, le fait de parler, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est qu'on a toutes dit ici que oui, on a vécu une forme de dépression, mais en réalité, aucune d'entre nous n'est allée voir un spécialiste. Non. Et on estime s'en être sorti parce que, bon, voilà, on voit que la situation n'est plus la même, on est plus ou moins heureuse et tout ça épanoui. Alors que... Est-ce que c'est endormi et qu'un jour, quelque chose va remettre ça Est-ce qu'on est d'actualité, guéri? ou alors est-ce que ça c'est parti et c'est parti? D'accord, je réponds rapidement sur ça. Parce que très souvent, on va dire à la personne, viens qu'on fasse une évaluation pour voir si c'est latent, à quel niveau c'est, et puis comment commencer à traiter ça dès maintenant. Parce qu'en réalité, vous avez certainement entendu ce qu'on appelle le trouble maniaco-dépressif. En fait, la dépression en elle-même, il t'explique Yasmine, la dépression en elle-même est un trouble unipolaire, parce qu'il n'y a pas de choses qui viennent dessus. Mais quand le trouble maniaque s'ajoute, on parle maintenant de trouble bipolaire. Polaire. C'est-à-dire maniaque et puis dépression. Vous donnez un exemple. En réalité, le trouble maniaque, par exemple, la personne sera hyper excitée. La personne sera en train de faire des choses, entreprendre même des activités. On va la voir dégourdie. Et il y a le trouble dépressif qui va venir mettre la personne en berne, la personne down. On a l'impression, mais tu étais tout dessus depuis, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne n'est même pas consciente de son état. La personne va estimer que ça va bien. Parce qu'en fait, le bipolaire n'est pas censé savoir qu'il est bipolaire. C'est ça. Oui, dis-moi, Moi, en monsieur. fait, c'était par rapport aux spécialistes, là. Il y a ma grande sœur qui m'avait... Ça, c'était une dame, elle est dans le tradit moderne. Elle dit, elle soigne la dépression. Donc, on a... Elle aussi, elle n'a qu'à l'arrêt, Elle est trop méchante. En fait, elle est trop méchante parce qu'elle enchaîne les gens là-bas. Enchaîne. Oui. Elle enchaîne même carrément comme si on enchaînait. Avec tes pieds, genre elle enchaîne tes pieds, elle enchaîne sur un arbre, on te bat. Moi, On te bat? Oui. Moi, carrément, j'ai le poignet ici. Oui. Déplacé. Un peu, voilà, il y a encore les séquelles. Elle t'a enchaîné? Pas forcément enchaîné, parce que ma grosse sœur n'arrivait pas à peut-être me comprendre. Et elle a jugé bon de m'envoyer là-bas. Donc, arrivée là-bas, j'ai dit que non, que tout va bien, que moi, je suis étudiante. Je dois retourner à l'école. Donc, c'est quoi on doit faire là? Elle a dit que non, de rester. Et c'est 7 mois, bien combien de mois là? J'ai dit que non, moi, à la base, je suis boussière. Si je reste là, je vais perdre ma bouche, je vais retourner à... La femme, en fait, elle dit, toi, tu penses que... Genre, au bout de ce pas... Je sais pas... Oui, vas-y, dis, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, genre, toi, tu penses qu'on est là pour s'amuser, pour raconter des trucs, des âneries, en fait. Et je discutais avec elle et tout. Et elle a pris un bâton. Elle m'a tapé une fois. Et la deuxième fois, j'ai pris mon poignet bloqué. C'est là le choc. Et tu n'as pas envoyé à la police? Police? Non. Je veux dire que si des gens sont enchaînés là-bas, il faut que tu vous portez plainte. Il faut ça, que en vous fait. dites à la Allez-y, police. Mais le problème, en Et même- fait... Oui, attends, on va terminer. Et même le comble, il y a des enfants même. Il y a des bébés. Elle frappe les bébés là. Souvent, elle marche. C'est une malade, Cette émission, Elle là, marche. Pardon, il faut la dénoncer elle ça, à habite la ici? télé aujourd'hui. À Grand là où elle marche, c'est-à-dire qu'elle marche sur le pied des enfants là. Et sur le ventre des enfants là, elle dit que... Mais pourquoi? Attends, C'est attends, pour ça terminer, que je je dis parle. le problème, là, Je veux pardon entendre. de... Attends, vas-y. Elle fait quoi? Oui, parce que c'est pas le même problème. Elle marche sur les bébés, on les écoute ça. bébés là. Elle dit que les bébés ont mangé la chair humaine. Incroyable. Donc du coup, Je elle pense va qu'il faut marcher. dénoncer. Si tu sais ça, exactement ça, ouais. il faut dénoncer. Il ne faut pas rester là-bas. C'est les enfants des gens. mais Il c'est faut. ça. Ah, voilà, tu es d'accord avec moi, Nour? Très d'accord. Mais il ne faut pas laisser ça passer. Trop Il faut que vous donniez son adresse à la police et que la police de Grand Laou aille faire un tour là-bas pour voir de leurs propres yeux ce qui se passe. C'est pas possible. Croyez-moi, ce genre de Ce que déclaration. je terrible, dis, c'est que oui, les gens oui. ont malheureusement en C'est les Afrique mots. tendance à confondre la dépression avec les problèmes d'esprit. On dit toujours, oui, c'est un esprit qui est venu dans ton corps, il faut te délivrer, il faut te délivrer. Mais je pense que on est d'accord qu'il y a forcément des attaques. Ce qui vous est arrivé, surtout moi, je me dis forcément, il y a de la jalousie derrière. Il y a des esprits, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire... Il faut faire la différence entre quand tu es possédé par un diable
et puis que tu as une dépression. Mais c'est justement parce que la question de la dépression est taboue qu'on attribue tout au diable. Au diable. On trouve les raccourcis. Voilà, c'est ça. Parce que les gens ont honte d'aller, par exemple, voir un psychologue ou un psychiatre quand pour des cas graves, pour parler de leur maladie. On préfère tout mettre sur le diable. On se sent plus safe d'aller à l'église pour prier ou à la mosquée plutôt que d'aller voir un spécialiste. J'imagine une dame qui dit, une jeune fille qui parlait avec ses parents, c'était lors d'un meeting, on voulait les réconcilier. Et elle a âgé, peut-être avoir 35 ans. Elle dit à son papa, j'ai été traumatisée du fait que tu battais maman quand on était petite. Et son papa lui a dit, mais tu vois, moi, cette menteuse-là, j'ai tout fait pour vous. Je vous ai mis dans les meilleures écoles. Je vous ai mis chauffé à votre disposition. Je vous ai donné tout ce que vous voulez. Toi, tu n'as rien foutu à l'école. Mais les parents, même qui ont traumatisé l'enfant, refusent qu'après des années, ça puisse se déclencher dans la tête. Donc, les enfants peuvent avoir aussi le traumatisme, même bien sûr, par procuration. Oui, bien sûr. Parce que il faut les mettre dans les conditions que tu veux, mais si tu fais souffrir leur maman, bien sûr. Si tu la tapes toujours, ils ressentent ça. Oui, bien sûr. Lydia a dit quelque chose qui était pertinent tout à l'heure, mais ça me fait penser à moi parce qu'effectivement, moi, je sais que j'ai eu à traverser pas mal de choses et j'ai eu des dépressions qui m'ont fait faire certaines choses. Voilà, j'en parlerai pas forcément ici, mais je veux dire, moi, j'ai essayé d'aller voir des gens, mais en fait, en réalité, je suis jamais allée jusqu'au bout. Je suis jamais allée jusqu'au bout parce que j'ai toujours eu peur d'affronter en réalité ce dont je dois affronter. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut, comme à votre avis, que je reprenne? C'est-à-dire, est-ce que je dois reprendre pour vraiment aller jusqu'au plus profond pour m'en sortir? Ou est-ce que vous pensez que je peux, on va dire, c'est pas quelque chose qui va pas revenir dans 10 ans ou 20 ans, une dépression qui peut revenir parce que je n'ai pas réussi à soigner ça? Oui, en fait, de façon triviale comme ça, je ne dirais pas si ça a été cicatrisé ou pas. Parce que ça, il faudrait qu'on te soumette à une évaluation, à faire des tests pour faire sortir des résultats. Et maintenant, on te dit, en fonction de l'échange clinique ou encore des résultats des tests, voilà à quel niveau. Et puis maintenant, c'est qu'il y a à faire. Okay. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce que, et ça, je pense que ce sera la dernière question parce qu'on est à la fin de l'émission, comment est-ce qu'on doit faire le deuil d'une personne disparue? Déjà, le deuil d'une personne disparue dépend du lien qu'on avait déjà avec cette personne-là. Ouais. Maintenant, parce qu'il y a un nom qui peut décéder, bon, ça ne te dit pas trop grand-chose parce qu'il n'y avait pas de lien. C'est ça, mais dans le cas de nos deux invités. Voilà, dans le cas de nos deux invités, le premier travail, c'est vraiment de se libérer déjà au maximum. Voilà, si le sentiment de pleurs veut venir, si vous avez envie de pleurer, n'hésitez pas. Commencez à pleurer. Et il y a des questions internes qu'il faut se poser, c'est-à-dire comment la personne aurait aimé que je sois actuellement. Si tant est qu'on veut que la personne repose en paix, il faudrait que nous-mêmes nous soyons en paix. Voilà, c'est ce qu'on appelle un processus de changement cognitif. Donc il faut se dire comment on doit se sentir maintenant. Et puis après, il faut reprendre les activités qu'on avait laissées en berne parce que cet état-là nous empêchait quand même de pouvoir avancer sur ces questions-là. Et il faut aussi à nos proches thérapeutiques. J'ai dit bien nos proches thérapeutiques. À nos proches thérapeutiques, prendre soin d'eux pour que déjà, quand ils se sentent bien, on se sent bien. Ouais. Voilà. Et eux aussi nous apportent leur réconfort, etc. Et puis, si on voit qu'il y a un blocage, on peut voir déjà un spécialiste de santé mentale. Déjà, moi, à la faveur de cette émission, voilà, je dis à Kadi ou à l'équipe de voir, moi, je peux prendre 2 personnes gratuitement en consultation après l'émission. D'accord, je pense que les deux dames. Vous deux, est-ce que vous pensez que ce n'est pas encore fini? Toi, tu penses que ce n'est pas encore fini? Bon, je sais même pas. Tu penses que c'est fini? Tu penses qu'avec le père de ton enfant aujourd'hui, ça va mieux? Ça va mieux, d'accord. Et toi, tu penses que tu as encore besoin de ça? Bon, moi, après ça, l'année passée, j'ai eu un fils. Et quand je suis allée pour l'échographie, que le monsieur m'a dit que j'attendais un garçon, franchement... Ça va mieux? Je voulais prendre les médicaments pour l'enlever? Je voulais une fille. Ah, tu veux une fille, d'accord. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas encore totalement passé. Alors, je pense que Nour Bakayoko va te suivre. Et Nour Bakayoko va te suivre et une autre deuxième personne. Une deuxième personne qui suivra cette émission et qui pourra se déclarer que Nour Bakayoko pourra suivre. D'accord? Je voudrais juste dire que quand tu as des moments douloureux, que quand tu parles de ça, que tu pleures beaucoup, tu es en sanglots, c'est-à-dire que tu es encore en dépression. Ouais. Mais au fur et à mesure que tu parleras de ça des années, tu verras que les pleurs seront moindres. Ouais. Et c'est comme ça que tu guéris petit à petit. Donc, j'adhère à ce qu'il dit. Laisser les gens pleurer, laisser les gens
Ouais. Vraiment se Totalement. libérer. Voilà, c'est ça. On est déjà à la fin de l'émission. Et ce que moi, je retiens surtout dedans, c'est que tout le monde peut être en dépression. On peut paraître bien là, comme ça, être en train de rigoler, parce que plus il parlait, plus il y avait des choses qui ressortaient en nous. Chacune vous regardait, ressentait certaines choses. Et je pense qu'il faut qu'on ait toujours des spécialistes de la santé mentale dans notre entourage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous, les deux, à nos deux chéris. Merci d'avoir partagé votre histoire. Et puis, j'espère qu'on n'aura plus des tentatives de suicide ni de dépression en Côte d'Ivoire et qu'on fera confiance aux professionnels de la santé mentale. À demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.